Un bref rappel méthodologique sur comment on a construit le baromètre. C'est important de vous le rappeler et ça vous donnera aussi la grille de lecture pour le document. On l'a un tout petit peu modifié cette année avec un questionnaire, on va dire, quantitatif un peu plus musclé. On sait que ça demande beaucoup de temps aux contributeurs de répondre et on vous remercie d'ailleurs. Donc le BIR, historiquement, c'est quelques acteurs de l'immobilier. Maintenant, on en a 6. Les sociétés de gestion de portefeuille, les investisseurs institutionnels, principalement sous les instituts, on a des assureurs, les sociétés immobilières cotées, les promoteurs, les financeurs et les bailleurs sociaux qu'on a rajoutés l'année dernière. Donc les bailleurs sociaux et les financeurs, ça sera la deuxième année. Et sous les financeurs, on a les établissements de crédit et les fonds de dette. Donc 6 typologies d'acteurs, drivés par des réglementations forcément, qu'on parcourra aussi dans le cadre de cette conférence. Une dimension, une approche sur la stratégie ESG, la gouvernance et formation, les risques ESG, les données, et la dimension un peu plus opérationnelle autour des objectifs, indicateurs, actions et des 20 enjeux. Donc pour cette édition, on a eu 85 répondants, ce qui nous donne un taux de couverture de 56%. Pas mal pour l'instant, en légère augmentation par rapport à l'année dernière, avec 18 entretiens qualitatifs que nous avons menés auprès des sociétés de gestion de toute la typologie, donc 3 par typologie. Et on finira aussi par une petite partie innovation qu'on n'a pas forcément sur tous les acteurs, mais qu'on parcourra dans le cadre de la conférence. Alors, c'est important de le rappeler parce que historiquement, en fait, le baromètre est structuré autour des matrices de matérialité d'impact des acteurs de l'immobilier. Donc, c'est les 20 enjeux en fait, de l'OID qui n'étaient pas 20 enjeux historiquement. Maintenant, il y en a 20. Ce qu'on a essayé d'établir cette année, en fait, pour aussi emmener les acteurs, c'est de construire une tablature de correspondance avec les ECRS. Finalement, il y a quand même pas mal d'éléments qu'on a déjà dans les fiches des 20 enjeux qu'on peut relier aux ECRS. Typiquement, la partie adaptation, changement climatique, atténuation, la partie pollution, biodiversité, la partie eau. Vous avez aussi la partie engagement des parties prenantes, consommateurs finaux, bien-être des consommateurs finaux. Sur le schéma qu'a montré Alexandre, on va, dans une première partie, regarder chacune des thématiques. Une des premières thématiques qu'on étudie dans le baromètre, c'est la façon dont les acteurs élaborent leur stratégie ESG. Donc, ils sont 85% à avoir avoir défini et structuré une stratégie ESG dans leur organisation. C'est un résultat qui est élevé, qui s'explique en partie parce que les acteurs qui répondent au BIR, ils le font de manière volontaire et souvent, c'est des acteurs qui sont assez en avance de phase sur ces sujets. Mais derrière ce résultat, ça représente les différentes populations qu'on a interrogées à travers le BIR, dont certains qui sont des acteurs, des entités qui sont régulées par des autorités de contrôle depuis plusieurs années et qui donc ont dû déjà structurer une transparence sur les sujets extra-financiers. Et donc, chez ces acteurs, c'est quasi systématique d'avoir déjà défini et structuré une stratégie ESG. Pour les autres acteurs qui sont moins contraints et qui le font de manière volontaire, on voit quand même que c'est bien embarqué, puisqu'à minima, ils sont presque 60% dans les catégories à avoir défini et structuré une stratégie ESG. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ces stratégies, elles sont désormais assorties d'objectifs chiffrés, et ce pour tous les acteurs, même ceux pour qui c'est le plus récent. L'étape de l'état des lieux, elle est passée, et ils en sont désormais à prioriser et avoir des objectifs chiffrés et des moyens de les suivre. Et donc l'étape de priorisation, elle est importante. On nous a bien expliqué en entretien qu'on ne pouvait pas traiter efficacement tous les sujets ESG en même temps. Et donc les priorités qui ont été ressorties cette année dans le baromètre, c'est d'abord les enjeux climatiques, sans grande surprise. Sur l'énergie, ce qui mobilise beaucoup les acteurs, c'est de réussir à poursuivre les efforts de sobriété qui ont été bien amorcés à l'hiver 2022. Mais voilà, ça demande de l'énergie de poursuivre ces efforts. Sur le carbone, la notion de trajectoire de décarbonation, ça c'est un vocabulaire qui est maîtrisé désormais par tous les acteurs.
Et pour ceux qui maîtrisent bien ces sujets, ils commencent à regarder aussi l'embodied carbone, donc le carbone intégré ou incorporé, pour regarder pas seulement en aval, mais aussi tout ce qui s'est passé en amont sur le carbone. Et enfin, l'adaptation, c'est aussi la troisième priorité environnementale la plupart du temps. Ça devient de plus en plus urgent comme sujet avec les aléas climatiques qu'on a vus de plus en plus récemment. Un autre sujet qui a beaucoup préoccupé les acteurs, dont on a parlé juste avant, c'est les réglementations. Ça les a beaucoup mobilisés pour les comprendre, donc à travers notamment des formations, et pour ensuite les décliner opérationnellement. Donc ça a amené à peut-être s'organiser différemment au sein de l'entreprise. Et certains relèvent aussi que les réglementations, parfois, elles aident à donner du poids aux stratégies ESG qui sont mises en place. Et enfin, une troisième priorité, c'est comment organiser la gouvernance de l'ESG. Ça, c'est un sujet à part entière dont on va parler juste après. Mais voilà, c'était une préoccupation pour beaucoup d'acteurs, notamment ceux qui sont en train de la mettre en place. Mais pour finir sur la stratégie, un exemple de comment concrètement les enjeux ESG peuvent se mettre dans la stratégie. Par exemple, chez les investisseurs, ils sont 80% des répondants qui pratiquent des investissements à avoir déclaré que les critères ESG pouvaient venir limiter leurs investissements. Et parmi les exemples relevés, il y avait le fait de regarder quels sont les CAPEX nécessaires pour pouvoir aligner un actif sur une trajectoire CREM, par exemple. Et en fonction du montant des CAPEX, on réalise ou non l'investissement. Un autre exemple donné, c'était le mode de chauffage. Il y a des acteurs qui ne réalisent pas d'investissement si l'actif est chauffé au fuel ou au gaz, par exemple. Et enfin, un troisième exemple, c'était les risques physiques. Si un actif est trop exposé à certains risques physiques, notamment les risques d'inondation, ça peut venir empêcher un investissement dans l'actif. Voilà pour la stratégie. Le sujet suivant, c'est donc la gouvernance, comment la gouvernance de l'ESG s'organise. Sur ce sujet, il y en a 83% des répondants qui ont déclaré que leurs instances de gouvernance, elles ont intégré des enjeux ESG dans leur feuille de route. C'est un chiffre qui va être amené à augmenter, puisque selon le niveau d'avancement des acteurs sur ce sujet, soit ils l'ont complètement, ils ont une intégralité à l'avoir fait, soit 50% dans les catégories où c'est le moins avancé. Mais donc ça montre que tout le monde est en train d'organiser cette intégration des enjeux ESG au niveau de la gouvernance. Et le fait que les dispositifs ESG sont de plus en plus audités, ça va aussi pousser à structurer une gouvernance sur ces sujets. Comment ça se matérialise concrètement, cette gouvernance ESG? Ça peut prendre la forme de comités dédiés, donc des comités ESG ou des comités RSE, où on a eu aussi des exemples de comités CSRD plus récemment, qui sont ad hoc au conseil d'administration et qui servent à les guider dans la prise de décision sur les thématiques ESG, les actions ESG. Ça peut prendre aussi la forme dans les comités d'investissement, où ils doivent intégrer la dimension ESG. Mais l'idée à terme, c'était bien ce qu'on nous avait expliqué dans les entretiens, c'est qu'il n'y ait plus de comité ESG à part, mais que ça soit intégré dans tous les autres organes. Ce qui est important aussi, c'est que l'ESG soit incarné à ce niveau-là, de la gouvernance ou de la direction. C'est nécessaire pour qu'ensuite ça puisse être impulsé dans le reste de l'organisation, impulsé et que ça perdure surtout. Voilà, ça c'est un peu une première étape. Il faut absolument que ça soit présent au niveau de la direction et de la gouvernance. C'est pour ça que les instances de gouvernance, elles sont souvent sensibilisées et formées à ces questions, à ces enjeux ESG, en grande majorité. Donc 73% des répondants ont déclaré qu'ils avaient formé leurs instances de gouvernance sur ces sujets. Et même pour aligner les prises de décision, on voit apparaître des mécanismes de rémunération variable ou d'intéressement liés à des enjeux ESG. Donc ils sont plus de la moitié à l'avoir fait, à avoir modifié les rémunérations des fonctions exécutives en ce sens. Et ensuite, l'enjeu, une fois que c'est opéré au niveau de la direction ou de la gouvernance, c'est de le décliner à tout le reste de l'organisation. Donc il y a un enjeu de conduite du changement, et ce, sur toutes les strates de l'entreprise. Donc pareil, ça passe d'abord par de la formation, des opérationnels, des cadres, des cadres dirigeants, et de la même manière de modifier les rémunérations pour y intégrer des objectifs individuels sur des thématiques ESG. L'idée, le message derrière tout ça, c'est de dire que tant qu'il n'y aura pas une appropriation des sujets ESG de manière transversale, ça sera un frein pour la mise en œuvre opérationnelle. Et ce constat, il est vrai dans l'organisation et aussi au niveau de la filière. Il faut bien que tout le monde soit embarqué au global pour que les changements puissent avoir lieu. C'est pour ça que les acteurs nous ont aussi fait part d'actions de sensibilisation, de formation, d'embarquer leurs parties prenantes externes, leurs fournisseurs, les prestataires, les clients,
à travers des chartes ESG, des formations, des discussions sur le sujet, et aussi beaucoup avec les occupants, avec les locataires. C'était déjà le cas l'année dernière, c'était pas mal revenu dans le baromètre. Cette année encore, il y a eu beaucoup de choses qui sont remontées sur ce sujet. C'est important pour eux de réussir à avoir un dialogue direct avec les occupants des bâtiments. Et l'enjeu, après tout ça, ça sera de réussir à voir quelle est la corrélation entre tous ces dispositifs de formation et les actions qui sont déployées sur ces sujets. Donc ça reste à suivre. Et pour la suite, c'est sur les risques. Donc pour l'analyse des risques, vous pouvez voir sur ce schéma la part moyenne d'analyse de risque des acteurs, des répondants pour chacun de ces risques-là, avec la ligne, donc c'est la ligne bleu turquoise. Vous avez l'analyse des risques physiques, qui sont par exemple les inondations ou les sécheresses, l'analyse des risques de biodiversité, qui est faite en moyenne par 49% des acteurs, comme l'artificialisation des sols, l'analyse des risques de controverses, comme le risque de non-conformité réglementaire, l'analyse des risques de pollution, qui peut être externe ou interne, et l'analyse des risques liés à la ressource en eau. Donc, globalement, sur ce graphique, on peut voir que les acteurs prennent de plus en plus en compte cette analyse de risque, que ce soit pour l'acquisition d'un actif, mais aussi pour la gestion ou pour la construction. Et on remarque ensuite avec l'aire grise en dessous, qui représente la part minimum d'analyse de risque et maximum. Donc par exemple, pour l'analyse des risques physiques, il y a une certaine typologie d'acteurs qui l'analyse à 50%, une autre à 88%, et donc la moyenne de tous les acteurs est de 75%. Et ce qu'on remarque entre la moyenne et l'aire en dessous, c'est que il y a une différence entre l'analyse des risques physiques et les autres risques, où il y a une plus grande disparité entre le minimum et le maximum. Donc ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'abord la réglementation, comme l'article 29 de la loi énergie-climat, qui impose un reporting sur les risques physiques. Donc forcément, il y a plus d'acteurs qui prennent en compte ces risques-là. On a un contributeur en entretien qui nous a dit, je cite, que tant que les gens n'ont pas été exposés à des risques physiques comme les inondations, ils ne s'y intéressent pas. Donc en effet, la proximité avec les risques d'un actif peut aussi faciliter son analyse et sa prise en compte. Et ça peut aussi s'expliquer la différence par la disponibilité des outils. En effet, pour les risques physiques, il y a des outils cartographiques qui existent depuis plusieurs années. Donc forcément, la moyenne est plus haute. Pour les risques de controverse, les approches ne sont pas encore systématiques, c'est assez disparate selon les acteurs, donc la moyenne est un peu plus faible. Et puis il y a aussi des indicateurs comme pour la biodiversité qui ne couvrent pas encore l'ensemble des risques. Pour la biodiversité, le calcul du CBS est assez consensuel, mais on peut lui reprocher de ne pas prendre en compte la biodiversité grise, donc c'est-à-dire toute la pression qui est exercée sur la biodiversité à l'échelle de vie de l'activité, sur toute la chaîne de valeur de l'activité. Ensuite, on va parler des données, qui est un enjeu clé. Ce sera aussi l'objet de la table ronde tout à l'heure. Donc les données, ça permet de se figurer une certaine réalité d'un actif. C'est stratégique parce que ça permet de faire un état des lieux de la situation, de comprendre, et ensuite de mettre un plan d'action cohérent et aussi d'engager des CAPEX. Donc les données, elles sont collectées par les acteurs qui ont un lien direct avec l'actif, et ensuite elles sont récupérées par des acteurs qui ont un lien indirect avec l'actif. C'est aussi cette multitude d'acteurs qui complexifie la collecte de données et son utilisation. Pour les acteurs qui ont un lien direct avec l'actif, en majorité, ils nous ont dit que la collecte et l'accès à la donnée étaient plus faciles. Et en revanche, pour les acteurs qui ont un lien indirect, une majorité d'entre eux ont trouvé que la collecte et l'accès à la donnée étaient plus compliqués. Et d'ailleurs, ces acteurs indirects, ce sont aussi eux qui ont davantage recours à des estimations et à des proxys plutôt qu'à des données qui sont réellement mesurées.
tous les acteurs confondus nous ont quand même fait part d'une amélioration de l'accès et de la collecte de la donnée. Il faut bien prendre en compte que ça dépend aussi du type d'actif. Par exemple, pour le tertiaire, c'est encadré par des réglementations, comme le décret tertiaire. Donc forcément, ça a amélioré la relation entre les locataires et les bailleurs, et ça a facilité la communication des données. Et pour ce qui est du résidentiel, des commerces ou des pieds d'immeubles, c'est encore plus compliqué. Cependant, malgré cette amélioration, il y a encore des défis à relever, notamment sur la formation des collaborateurs, des prestataires ou des clients, il peut y avoir des différences lors de l'agrégation des données ou les différents systèmes internes qui sont utilisés avec des métriques différentes. Un autre défi, c'est le manque d'harmonisation des pratiques et des différentes grilles USG et reporting à élaborer. Enfin, il y a un manque de couverture des données dans les différents systèmes informatiques. Où, par exemple, il peut y avoir la date de permis de construire ou différentes informations qui ne sont pas disponibles, mais ça peut aussi provenir des locataires qui ne fournissent pas leurs données ou alors des parties privatives, donc la donnée est plus compliquée d'accès. Et enfin, il y a des indicateurs qui sont assez hétérogènes en fonction de la réglementation. Il y a en effet des données qui sont obligatoires à obtenir, comme les DPE par exemple, mais il y en a d'autres qui ne sont pas obligatoires et pas régies par des réglementations comme la production de déchets ou la consommation en eau, et donc elles sont plus compliquées à obtenir. Voilà, donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a quand même une amélioration globalement de la collecte et de la remontée des données, que les locataires sont de plus en plus conscients de l'intérêt de fournir une donnée. Et pour continuer à améliorer ça, la période de renégociation des baux peut aussi être très importante pour y intégrer des nouvelles clauses spécifiques sur la donnée USG. On va refaire un petit point sur l'état de la réglementation. Alors, on ne va pas vous bassiner avec ça parce que je pense que vous la connaissez, hein. Mais dans l'idée, en fait, dans le cadre du BIR, on a essayé de regarder différentes réglementations en fonction des typologies d'acteurs. Alors forcément, on ne va pas les regarder toutes pour tous les acteurs. Typiquement, SFDR sera plus pour des investisseurs, 29LEC aussi. Des fois, ils vont nous parler un peu de la CSRD, d'autres fois, ils vont nous parler un peu de la taxonomie européenne. Ce qu'on voulait juste vous montrer, en fait, c'est qu'il y a tout un dispositif maintenant lié au pacte vert européen qui vise à introduire en tous les cas une réglementation un peu plus coercitive en termes de transparence de la donnée. Finalement, en France, on avait quand même déjà pas mal avancé sur le sujet et on a encore une strate qui vient s'ajouter, typiquement 29LEC avec SFDR, CSRD, 29LEC plutôt sur la partie entité et produits, mais qui peut venir en gros construire une surstrate de réglementation. Donc, on a une partie plutôt finalement entité, stratégie, produit, et puis une partie un peu plus opérationnelle qui va être plus liée au bâti. Et tout ça, finalement, quand on aligne le sujet, ça nous construit une grosse infrastructure de la donnée ESG. C'est un peu l'objectif, en fait. Donc la CSRD est au cœur des débats actuels, tout le monde en parle, 1200 indicateurs à reporter. Bon, bref, c'est un peu le cauchemar. Alors bon, faut un peu nuancer les propos. Il n'y a pas forcément 1200 indicateurs à reporter, mais ça, c'est le malheur des axes communicationnels qui sont mal pris. Ce qu'on voit surtout, en fait, finalement, et ce qu'on veut vous transmettre dans le cadre de l'étude. Alors, vous avez des focus par acteur. Donc, en fait, chaque acteur a ses zones de concernement, ses peurs, ses problématiques. On a essayé de les restituer et un peu de les agréger. Donc effectivement, comme ce que disait Odile tout à l'heure, c'est que finalement la CSRD, ça peut être une source d'opportunités, mais aussi des contraintes opérationnelles et techniques. Donc dans le cadre du BIR, ce qu'on a matérialisé, c'est qu'en gros, 48% de tous les acteurs estiment quelque chose. Ils estiment que soit c'est une contrainte, soit c'est une opportunité, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, ce qu'on voit surtout transparaître, c'est surtout la problématique, l'opportunité, mais qui peut être une problématique aussi, on le verra après, de la conduite du changement. Donc, c'est-à-dire comment finalement cette nouvelle réglementation vient s'introduire de façon stratégique dans l'organisation pour être déclinée dans l'ensemble des départements. C'est aussi
la CSRD finalement relie les états financiers aux états extra-financiers. Donc c'est une nouvelle grille de lecture, une nouvelle manière de se figurer l'entreprise et de sortir du modèle assez linéaire qui sont les données numériques liées à la comptabilité, par exemple. Donc ça donne beaucoup plus de matière, ça donne beaucoup plus de texture. Donc ça construit aussi un autre récit performatif au niveau de l'organisation. Et ça a des avantages, mais aussi des inconvénients parce que ça montre des choses. Et ça montre aussi des choses qu'on ne veut peut-être pas forcément voir. Donc, l'avantage dans la conduite du changement, c'est qu'en fait, ça va vous construire un récit collectif, un récit interne et un récit externe. Et ça a été matérialisé par plusieurs acteurs en disant que finalement, le fait de matérialiser cette représentation, de faire travailler les collaborateurs ensemble, de faire bosser un département des risques avec un département financier, bon, eux ont plutôt l'habitude, mais avec des opérationnels, des juristes, et finalement de construire un peu ce melting pot, construit de la transversalité au sein de l'organisation. Et finalement, c'est un vecteur de coopération qui peut aussi être recherché à travers des instances de place comme le ID, mais d'autres, pour trouver des solutions un peu innovantes. Donc, finalement, la CSRD dans le positif, c'est plutôt bien parce que ça désilote, ça construit de la transversalité, mais ça peut être un inconvénient aussi pour des organisations qui préfèrent fonctionner en mode silotage. Donc, en gros, ça vient un peu choquer les cultures quand même. Autre source d'opportunités. Alors, on peut toujours voir des contraintes dedans, mais bon, plutôt sous l'angle de l'opportunité. Finalement, ça permet aux entreprises de se figurer le risque. Surtout pour des secteurs qui sont pas forcément, qui n'étaient pas nativement en fait reliés au risque. Là maintenant, en fait, finalement, la CSRD, elle impose en fait cette matérialisation des différentes dépendances et pressions exercées sur les écosystèmes, qui construisent aussi des boucles de rétroaction. Donc, en gros, ça oblige à se poser des questions et à matérialiser une réalité. Ça oblige à structurer et à fiabiliser des infrastructures de données. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, pour des acteurs qui sont pas qui sont en lien avec le bâti, un actif tangible, du réel, ça pose des problématiques de comment en faire en fait. On n'est pas sur une plateforme de notation extra-financière où vous avez juste à charger des données sur un fichier Excel. Il va falloir comprendre le bâtiment, respecter sa singularité, essayer de capter les informations, les standardiser. Et donc tout ça, en fait, finalement, c'est une énorme contrainte opérationnelle. Tout autant que l'interopérabilité des systèmes, les agrégations. Donc, finalement, dans le positif, ça structure une infrastructure. Bon. Et aussi, le point positif qui a été remonté dans les entretiens, alors tout ça je ne l'invente pas, hein, ça remonte de nos entretiens, de ce qui a été mis en commentaire dans la partie un peu qualitative du questionnaire. Ça peut construire en fait une différenciation compétitive. En fait. Finalement, ça permet de valoriser le savoir-faire d'entreprises qui, quand elles étaient en avance de phase, donc ça veut dire plus dans la dynamique d'action, se mettent à structurer leur récit et donc peuvent l'expliquer aussi à des entreprises qui vont les financer, à des investisseurs, des sociétés de gestion, un portefeuille. Et donc ça, c'est un point assez important, c'est que ça peut être un facteur différenciant à la fois au niveau du business model, de se figurer une autre manière de construire, donc plus résilient, mais aussi une manière d'obtenir des nouvelles sources de financement, par exemple de facilement légitimer des émissions obligataires pour entrer dans le cadre des green bonds ou ce genre de choses. Mais alors le mais, parce qu'il y en a toujours un peu, et on va quand même le dire, ça pose des contraintes techniques, des contraintes, et surtout ce qu'on a remonté dans le biais, pour tous les acteurs d'ailleurs, hein, il n'y avait pas de sujet en fait sur la typo, c'est que c'est une charge accrue opérationnelle. En fait, tous les opérationnels se disent comment on va faire en fait, comment on va gérer cet amoncellement de réglementation, ces défauts d'harmonisation, ces indicateurs qu'on n'a peut-être pas d'ailleurs, ces métriques qu'on ne sait pas, comment les remonter, les méthodologies, comment on va faire pour y porter sur la biodiversité, sur l'eau alors qu'on n'a pas les éléments, sur la pollution alors que les fiches produits ne sont pas disponibles, pas complètes, sur la circularité alors que les filières ne sont pas formées. En gros, c'est beaucoup de questions en fait finalement, et finalement ce qu'on a ressenti, c'est pas mal d'angoisse opérationnelle de se dire finalement on a envie d'y aller, on estime que c'est plutôt une opportunité dans le fond, dans le long cours, donc dans le long terme, mais finalement dans l'opérationnel on sent qu'on va se prendre une charrette en fait, c'est le vrai problème. Donc en fait ça va être finalement la gestion de cette charge opérationnelle qui va poser une vraie contrainte, puisqu'en fait il va falloir que les collaborateurs puissent travailler ce sujet dans le fond, et ça c'est un vrai sujet.
Ça stigmatise aussi les résistances de l'entreprise. Alors ça, c'est plutôt lié à la conduite du changement, mais finalement, ce que ça génère, c'est des craintes de changer. Et comment adresser un nouveau modèle, comment travailler un nouveau modèle, comment se transformer. Ce qu'on a vu dans le BIR, c'est que finalement, parfois le top management peut ne pas être leader en avance de phase, ne pas vouloir impulser. Lorsqu'il l'est, ce qui peut poser des problèmes, c'est le middle management. L'opérationnel, lui, généralement, il trouve une raison de le faire, ou en tous les cas, il peut être dans l'impulsion. Mais il peut y avoir des strates intermédiaires qui peuvent poser des problèmes. Donc ça pose la question de la résistance et de comment embarquer, l'ensemble des collaborateurs. Ça, c'est un vrai sujet. Matérialiser des risques, c'est aussi, à un moment donné, faire face à des non-conformités, potentiellement. Et faire face à des non-conformités, ça veut dire que, globalement, c'est du name and shame et d'être exposé sur la place publique. Donc, une fois que vous l'avez identifié, vous ne pouvez plus dire que ce n'est plus réel ou en gros, c'est les plans d'action. Il va falloir le faire. Et donc, du coup, comme ce qu'on me disait, pour reprendre un propos de Jean-Éric, le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Et donc, ça matérialise en fait ce problème d'action, en fait. Et puis, c'est surtout en fait, la nécessité de former l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est de l'investissement aussi. Donc, en gros, ça va coûter de l'argent. Et vu qu'il y a une asymétrie, vous avez des boîtes de conseil qui vont arriver, qui vont vous dire, oui, ça va vous coûter 150 000. Et là, vous faites, ah oui, c'est un peu cher, peut-être. Donc, ça pose ce problème véritable. La priorisation des 20 enjeux, puisqu'il est temps. Alors, je pense que tout le monde est à peu près familier des 20 enjeux de l'OID. Donc, on ne fera pas de passe dessus, on ne va pas tous les reprendre un par un. Mais l'idée, c'est que dans le BIR, comme chaque année, traditionnellement, vous allez avoir deux graphiques. Un graphique qui sera plus lié à la priorisation des enjeux en tant que tel, et un autre qui est lié aux objectifs, indicateurs et actions déployés. Alors, toujours prendre en considération, c'est du déclaratif, donc ça a forcément un peu de limite. C'est un baromètre, l'objectif c'est d'arriver au nord des États-Unis et pas forcément à New York. Alors, cette partie-là, ce qu'on voulait juste vous montrer, au-delà des chiffres, ne prenez pas ça en photo parce que ça n'a pas forcément d'utilité, c'est de se dire que déjà, on est à peu près sur des moyennes qui sont consistantes pour tous les acteurs. Tout le monde est au-dessus de 5, ce qui est pas mal. Donc, en termes de notes, on est déjà bien. La gouvernance, finalement, on est à une moyenne de 8,5 pour l'ensemble des acteurs. Et finalement, tout le monde est autour de 7 pour la dynamique environnementale et la dynamique sociale. Certains acteurs sont un peu plus éloignés de l'actif, ou en fait, plutôt pour les financeurs, parce que les financeurs nativement sont des financeurs, donc ils n'ont pas l'emprise directe sur l'actif. Ils financent en dette, donc ce n'est pas du tout les mêmes supports. C'est pour ça qu'au niveau de la gouvernance et du social, ça va être un tout petit peu différent. En plus, on a perdu un gros contributeur, donc il y a un petit décalage de notation dans cette année. Ce qu'on peut voir, c'est que les bailleurs sociaux, nativement, du fait de leur mission d'intérêt social, sont plutôt, on va dire, au-dessus du lot, et puis que le reste, finalement, est autour des 7,5, 7,5. Donc, un graphique barbare qui va vous tuer les yeux, mais c'est pas grave. Mais on l'aime bien et c'était la meilleure manière de vous le représenter suffisamment visuel. Vous ne l'aurez pas du tout de la même manière dans le BIR. Alors du coup, c'est un super teasing parce que celui-là, il est éphémère. Prenez-le en photo. Ce qu'on veut vous montrer en fait, et là il va falloir suivre le doigt parce que c'est un petit peu barbare. Vous avez les indicateurs avec la grosse ligne. Je vais me décaler. Les objectifs en pointillé et les actions en double. Alors, la manière de le lire, et c'est la manière de le lire aussi dans le BIR, parce que le BIR c'est bien, le BIR c'est bien, le lire c'est mieux, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Je vais me rentraîner. Bon, donc du coup, ce qui nous intéresse là-dedans, et tel qu'il faut le prendre, entre objectif, indicateur et action, en fait, c'est la consistance du dispositif. En gros, est-ce que c'est consistant? Est-ce que quand on a un objectif, on a un indicateur? Est-ce qu'on a une action? Alors ça, c'est plutôt simple à comprendre. Finalement, c'est aligner la colonne vertébrale pour que ça marche. Et donc, finalement, aligner la démarche d'action, de décision à l'action. Et ce qu'on voit finalement, pour tous les acteurs que vous aurez autour de la table tout à l'heure, c'est que finalement, on a à date une forte priorisation des indicateurs, des objectifs et des actions pour quasiment tous les acteurs.
Pour les sociétés de gestion, finalement, c'est des fortes sources de priorisation. On voit qu'on a l'énergie et le carbone en tête, et puis certaines zones, typiquement les relations de parties prenantes, en forte consistance. Donc en gros, c'est aligné. Pour les zones, on va dire, en phase d'émergence, ce qu'on observe, c'est qu'on a surtout des indicateurs finalement et pas forcément d'objectifs. Ça veut dire qu'en gros, comme pour la biodiversité, si on ne sait pas vraiment là où on veut aller, on peut le mesurer, mais pour l'instant, on est plutôt en phase de recherche et on peut mettre des actions pilotes. Ok, j'avance. Alors, pour le carbone et l'énergie, façon consensuelle, finalement, plus de 80% des acteurs ont un dispositif consistant, ils ont des initiatives, des trajectoires, des méthodologies pour décarboner, et puis surtout, en fait, au niveau des GP, on est très concentré sur le tertiaire, donc on a des grosses réglementations qui drivent le marché. Ce qui est plus intéressant, et on va prendre les deux autres points, c'est les zones de travail qu'on a relevées dans le BIR. C'est finalement la thématique d'adaptation et comment elle peut être reliée finalement à la biodiversité et à l'eau, qui sont des thématiques montantes, mais non, essentielles finalement. En fait, la biodiversité et l'eau en fait, permettent en fait, structurellement aussi d'adresser la problématique d'adaptation. Et ça, c'est assez intéressant, ça veut dire que les acteurs en fait, finalement, se disent qu'à travers la biodiversité, finalement, on peut peut-être répondre à l'enjeu de l'adaptation. La relation avec les parties prenantes est primordiale. Comme toujours, augmentation. Et ça aussi, c'est une démarche, on parle beaucoup d'innovation digitalisée, numérique, mais en fait, l'humain, innover dans l'humain, dans le process avec l'humain, c'est quelque chose d'essentiel. Le bâtiment engage de l'humain, héberge des humains, il est fait pour de l'humain finalement, et la relation avec les parties prenantes finalement est essentielle pour les sociétés de gestion. Donc pour elles, élément essentiel. Les instits, donc plutôt du domaine des assureurs. Ce qu'on voit aussi sur la nappe, c'est que finalement, on a une forte consistance au niveau de l'énergie et du carbone, avec une thématique d'adaptation qui commence à monter, des zones sur la biodiversité qui commencent à être travaillées. C'est ce que ça vous permet de montrer. Un peu moins sur la partie gouvernance, puisqu'en fait, c'est plutôt un process interne, et typiquement, les assureurs ont une autre approche de l'investissement sur l'immobilier. Moi, leur cœur de métier, plus qu'un système de diversification. Donc là aussi, des indicateurs matures, un dispositif mature, l'ensemble des trajectoires sont présents, des outillages sont présents. Donc il n'y a plus trop de questions sur ce sujet-là. On va dire que le carbone et l'énergie, c'est parti. Toujours la problématique de remontée de données, bien sûr, être consistante. Sur l'adaptation, finalement, on revient au même point que tout à l'heure. On a eu beaucoup d'échanges avec les assureurs et ils sont vraiment en train d'essayer de travailler ces questions de priorisation, d'identification. Donc, ils rentrent dans une étape en fait, de pré-identification des actifs sur lesquels ils peuvent vraiment avoir des actions significatives et comment les jumeler finalement à des problématiques d'adaptation. En fait, c'est le 2 coups en 1 aussi. L'intégration des enjeux ESG est finalement priorisée, simplement parce que en fait, pour eux, déjà maintenant, ils doivent commercialiser en fait, des produits en fait, typiquement labellisés, comme pour les sociétés de gestion qui sont travaillées par le marché ISR. Et il y a de plus en plus en fait, de grilles d'évaluation. En fait. Donc ça, voilà, c'est un des indicateurs qui est remonté. Et je passe la main. Petit tour d'horizon sur les résultats des sociétés immobilières cotées. Donc les sociétés immobilières cotées, elles sont historiquement matures sur les enjeux environnementaux et ça se voit bien dans le graphique. Il y a 7 des 8 thématiques environnementales, des 8 enjeux environnementaux qui sont couverts par des indicateurs et des actions à plus de 80%. Donc c'est assez notable. Il y a quasiment 100% d'indicateurs et d'actions aussi sur les enjeux énergie et carbone. Donc comme l'a dit Alexandre, ça c'est maintenant quelque chose qui est acquis et qui est commun à tous les acteurs sur ces enjeux-là. Les SIC sont en avance de phase sur les enjeux ESG, notamment par le lien qu'elles ont avec leurs investisseurs qui leur demandent de plus en plus de reporting et de grilles ESG à remplir. Elles sont aussi à la recherche de différents labels et normes ISO, donc ça les aide. Il y a aussi la réglementation comme la CS3D qui va renforcer davantage une transparence sur toute la chaîne d'activité, sur toute la chaîne de valeur de l'activité. Donc on remarque aussi que les enjeux de gouvernance sont assez élevés et aussi en avance, notamment la relation avec les parties prenantes.
où on voit qu'il y a quasiment 100% d'indicateurs. Les SIC cherchent à vérifier davantage les partenaires et à ce que leurs engagements correspondent aussi à leurs engagements. L'enjeu intégration des enjeux ESG dans la stratégie est aussi très élevé. Et enfin, l'enjeu achat responsable qui est à 100% d'indicateurs, où on remarque qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui cherchent à établir une charte éthique avec leurs fournisseurs. Putain, à l'envers. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail maintenant, au-delà des enjeux énergie et carbone, dont on va pas trop s'étendre dessus, les SIC sont assez matures sur quasiment tous les autres enjeux environnementaux. Donc c'est le cas pour l'eau et la mobilité, où ils ont plus de 80% d'indicateurs et d'actions. Et si on regarde un peu plus en détail les plans d'action qui ont été relevés, on note notamment la mesure de consommation d'eau, la sensibilisation de certains locataires, la création d'un réseau cartographique pour l'eau et d'un monitoring des consommations d'eau avec des systèmes de capteurs. Mais il y a quand même certains contributeurs qui notent un manque d'indicateurs sur l'intensité d'usage du bâtiment. Donc, il y a encore des améliorations possibles. Et sur les mobilités, on a noté comme action qui revenait le plus souvent la favorisation des mobilités douces et électriques, des études sur l'accessibilité du parc immobilier et enfin la réflexion avant d'investir dans un actif sur sa situation géographique et sa proximité avec les transports. Sur le volet social, tous les enjeux sont aussi bien couverts par des indicateurs et on voudrait revenir plus spécifiquement sur l'enjeu impact territorial et emploi et montrer l'émergence de certains indicateurs qu'on a pu relever dans les réponses. On a noté par exemple des études d'impact socio-économique sur le territoire, le développement de projets et partenariats locaux de l'ESS qui favorisent de l'emploi, des études historiques et patrimoniales sur l'ensemble des actifs, et aussi la création d'indicateurs sur la monétisation de l'impact social rendu par l'actif. Donc ce qu'on peut noter, c'est un changement des modèles avec l'intégration de la dynamique des territoires dans les stratégies. Ça va être aussi renforcé par la CSRD et notamment le SRS S3. Donc là, ça commence à être visible. Ensuite, on passe sur les résultats de la promotion immobilière. Donc pour rappel, les promoteurs, ils interviennent en amont de la vie d'un bâtiment par la construction, mais aussi de plus en plus dans des opérations de réhabilitation ou de rénovation. Donc ils cherchent à réduire leur empreinte carbone, leur empreinte environnementale du bâtiment au maximum, et ça se voit bien sur tous les enjeux, eux, qui sont assez bien maîtrisés parce qu'ils ont des indicateurs, des objectifs et des actions. Sur le volet de la gouvernance, on voit aussi que les promoteurs sont de plus en plus challengés par leurs investisseurs. Et on voit qu'il y a certains enjeux qui sont assez élevés en termes d'indicateurs, notamment l'éthique des affaires. Elle arrive en 3e position dans le classement des notes des priorisations des enjeux. Donc c'est assez notable. Et on a vu dans les actions et dans les retours qu'on a eus qu'il y avait davantage de répondants qui établissaient des chartes éthiques avec leurs fournisseurs pour que les enjeux qui remontent de leurs fournisseurs leur correspondent et soient cohérents avec ce que demandent les investisseurs. Donc on va regarder plus en détail des enjeux qui sont essentiels pour le secteur de la promotion. C'est la biodiversité et les ressources et déchets. C'est essentiel, mais c'est aussi fortement encadré par des réglementations qui sont denses. Je pense à l'objectif ZAN, à la RE 2020 ou aux critères de la taxinomie. La biodiversité, elle est 4e dans le classement des notes de priorisation avec 8,5 sur 10 en termes de priorité. Donc, il y a 54% des répondants qui voient l'objectif ZAN à la fois comme une contrainte, mais aussi comme une opportunité. Donc ce n'était pas juste une contrainte ou juste une opportunité.
Et on a vu notamment dans les réponses qui nous ont remonté d'actions qu'elles mettaient en place, l'intervention d'écologues et la systématisation des diagnostics écologiques, mais aussi des taux d'artificialisation neutres selon l'objectif ZAN, voire le renoncement à certains projets si l'artificialisation était trop importante. Et on a vu aussi de plus en plus un changement des comportements vers plus de réhabilitation et de valorisation des bâtis qui existent déjà, du foncier qui est déjà construit. Pour l'enjeu des ressources et déchets, pareil, c'est impulsé par la RE 2020 qui impose des contraintes et des exigences en termes d'empreinte carbone. Donc forcément, les promoteurs se tournent vers des matériaux de réemploi ou des matériaux biosourcés. Donc c'est un enjeu qui est fortement pris en compte. Et dans les actions qui ont été remontées, on a pu noter l'adhésion à des initiatives de réemploi, comme le booster de réemploi ou Cycle Up, l'augmentation de la construction en hors-site. Donc ça fait baisser l'empreinte carbone du bâtiment, mais ça permet aussi d'avoir un impact sur la question des travailleurs parce qu'ils vont être moins soumis à la météo et donc ça peut aussi améliorer la qualité de vie au travail et aussi la mixité homme-femme. Donc ça a d'autres conséquences. Et puis on voit aussi beaucoup de test and learn, donc ce sont les matériaux, le test de matériaux biosourcés, comme l'utilisation de la terre crue ou de la peinture recyclée. Malgré tout, ces nouvelles démarches, elles sont encore limitées. Il y a beaucoup de défis encore pour changer les comportements. Le premier défi, c'est la question de la logistique, qui est encore à développer, et aussi des questions d'assurance pour ces matériaux-là ou ces nouvelles pratiques. Et enfin, un petit mot sur l'impact social positif. Donc, c'est un enjeu qui est aussi pris en compte par les promoteurs parce qu'ils ont un cahier des charges assez contraint et un budget aussi précis. Donc, donc pour continuer de faire leur activité, ils doivent innover. Et notamment, on a noté 2 actions intéressantes. C'était le développement d'offres accessibles avec des apports et des mensualisations un peu plus faibles. Et pour cela, ils ont fait collaborer et coopérer les fonctions financières et juridiques pour réussir à développer des offres comme ça. Et on a aussi noté des travaux sur la conception des bâtiments pour essayer de limiter les espaces perdus et donc les matières premières, et donc à la fin de limiter les coûts totaux. On va regarder maintenant les financeurs. Ce qu'on regarde spécifiquement dans le BIR, c'est quelle est l'influence des critères ESG sur l'octroi d'un prêt pour le financement d'un actif immobilier. À noter que les financeurs, ils ont comme particularité, en tout cas nos répondants, d'opérer au niveau transnational et transsectoriel. Ils ne sont pas que sur l'immobilier. Et sur l'immobilier en particulier, une des difficultés, c'est qu'il n'existe pas de référentiel international auquel ils peuvent se référer pour adosser leur politique de financement. Donc les critères dont ils disposent beaucoup pour prendre leurs décisions, ce qu'on voit, là où ils ont beaucoup d'indicateurs, c'est surtout sur l'énergie et le carbone. Donc c'est ça qu'on va regarder maintenant. Donc le carbone, c'est chez tous nos répondants financeurs leur priorité, notamment en termes de décarbonation de leur portefeuille. Ils sont nombreux à s'être engagés dans des trajectoires net zéro, particulièrement dans la Net Zero Banking Alliance, et ce qui pour eux a été un moment fort, ça structure la suite de leurs activités. Cet engagement, ça implique d'abord de mesurer l'empreinte carbone du portefeuille et donc de collecter de la donnée, ce qui est particulièrement compliqué pour les financeurs. Sur le stock existant, là c'est très difficile pour eux de réussir à avoir accès aux données. Sur le flux, ils ont un peu plus de levier. Par exemple, un type de données dont ils ont besoin, c'est les DPE. Donc ils sont plusieurs à avoir lancé une collecte massive des DPE des actifs de leur parc. Et un moyen pour ça, c'était au moment de la révision des contrats ou des nouveaux contrats, de mettre des clauses pour pousser les clients à donner à transmettre leur DPE. Après la mesure de l'empreinte carbone, ils sont aussi en train de se fixer des trajectoires donc pour suivre les engagements net zéro. Les premières échéances de décarbonation sont souvent placées à 2030, donc c'est très bientôt. Et pour pouvoir respecter ces trajectoires, ça leur fait modifier leur politique d'octroi de financement. Des exemples de critères qui nous ont remontés, c'est de favoriser des bâtiments à faible empreinte carbone, à faible émission carbone,
ou des bâtiments dont la rénovation pourra permettre de les mettre sur la trajectoire, ce qui implique d'être capable d'anticiper les effets de la rénovation sur l'empreinte carbone. Un autre sujet qu'on regarde, c'est la relation avec les parties prenantes, toujours en lien avec la problématique de la donnée. Parce qu'en fait, les financeurs, il faut qu'ils collectent de la donnée auprès d'un certain nombre de parties prenantes, notamment leurs emprunteurs. Et donc, la relation avec les parties prenantes, elle est très importante. Ils sont 80% encore dans nos répondants à estimer ne pas avoir un accès facile aux données. Et donc, pour ça, ils cherchent d'autres moyens, notamment des partenariats externes avec des fournisseurs de données, les fournisseurs de données de leurs clients. Ou alors, ils se lancent sur l'accompagnement de leurs emprunteurs pour les aider à améliorer la performance de leurs actifs. Ils y ont un intérêt aussi parce qu'ils ont intérêt à ce que les actifs financés se décarbonent pour qu'ils puissent respecter leur trajectoire. Pour ça, donc ça implique qu'ils développent en interne des capacités à anticiper les besoins de financement de leurs emprunteurs sur l'amélioration énergie et carbone de leurs actifs. Et ils construisent des partenariats avec des startups, avec des experts de l'optimisation énergétique, de la rénovation. On a eu plusieurs exemples de pilotes qui sont menés sur ces sujets et ces nouvelles formes d'activité. Donc, à suivre l'année prochaine, voir comment ça évolue. Voilà pour les financeurs. Et le dernier acteur qu'on va étudier, ce sont les bailleurs sociaux, qui ont comme particularité, qui ont comme mission l'intérêt social. Donc, sans grande surprise, ils ont très fortement priorisé les enjeux sociaux, notamment l'impact social positif, l'impact territorial et tout ce qui a trait à l'usager, le confort, la sécurité, la santé. Petite précision, il y a un creux ici qui est juste lié à un manque de données. On a étudié les objectifs avec une grille spécifique aux bailleurs sociaux qui ne couvrait pas cet indicateur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'objectif sur le sujet services aux occupants, mais juste qu'il y a un biais méthodologique. Et cette spécificité des bailleurs sociaux, donc leurs caractéristiques sociales, se retrouve aussi dans la manière dont ils traitent les enjeux environnementaux. Ça ne se voit pas encore sur le graphique en termes d'adaptation, sur le déploiement des actions notamment, mais c'est beaucoup revenu en entretien comme une nouvelle priorité très urgente, ce qui est assez logique puisque la mission des bailleurs sociaux, c'est d'assurer un logement et d'assurer un logement confortable, souvent à des populations vulnérables. Donc effectivement, l'enjeu d'adaptation, il est crucial pour les bailleurs en ce moment. Donc ce qu'on va regarder, c'est d'abord l'énergie. Ils sont confrontés à un défi technique, les bailleurs sociaux, qui est la rénovation, voire la réhabilitation énergétique de leur parc, qui pour partie peuvent être parfois obsolètes ou avoir des logements assez vieux. Donc ils sont plusieurs à s'être fixés des objectifs de rénovation, soit en termes de nombre de logements rénovés, soit en termes d'étiquette moyenne de DPE sur le parc à viser, soit de se dire qu'ils voulaient ne plus avoir de logements au DPE F et G. Donc selon la loi climat et résilience, mais parfois ils se fixent des objectifs plus rapides que le calendrier imposé par la loi. Ensuite, sur l'énergie toujours, ils sensibilisent leurs locataires très fortement. C'est une typologie qui a un lien particulier avec ces locataires, un contact plus direct. Donc ils mettent des actions de sensibilisation avec beaucoup de communication, avec aussi la mise à disposition de boîtiers connectés pour du pilotage. Et avec un argument fort qui est que les économies d'énergie, c'est aussi des économies sur la facture, donc moins de charges pour le locataire. Et enfin, ils sont certains aussi à commencer à regarder le fait d'avoir des panneaux photovoltaïques sur leur toit pour pouvoir permettre de l'autoconsommation ou une partie en autoconsommation d'énergie renouvelable et encore une fois, diminuer les charges pour les locataires. L'adaptation ensuite, donc le fait de rénover son parc, c'est aussi l'occasion d'adapter mieux les logements, ou quand on construit des nouveaux logements, de s'assurer qu'ils permettent une bonne qualité de vie. Le risque qui a été le plus identifié par nos répondants, c'est le risque des fortes chaleurs. Il y a un sujet autour des bouilloires thermiques, notamment parce que ce sont parfois des vieux logements donc, qui ne sont pas adaptés aux fortes chaleurs. Et ils font particulièrement attention puisque leurs populations sont vulnérables, notamment parfois des populations vieillissantes qui sont particulièrement sensibles au risque de forte chaleur. Donc tout ça, ce sont des enjeux environnementaux, mais on voit bien à travers ces enjeux qu'il y a aussi une mission sociale envers leurs locataires. C'est une mission qu'ils ont auprès du territoire. Et pour réussir cette mission et avoir un vrai impact sur le territoire, les bailleurs, qui sont aussi contraints de leurs moyens, souvent, trouvent comme solution de beaucoup coopérer entre eux ou avec les acteurs du territoire pour réussir à déployer des actions, à innover. Donc on a vu beaucoup de coopération et d'échanges entre les pairs, d'échanges de bonnes pratiques, de créer des communautés de pratiques autour de certaines thématiques. Ils essayent aussi beaucoup de mobiliser leurs habitants avec une vraie présence physique en pied d'immeuble, avec des ateliers sur les sujets de sensibilisation à la sobriété énergétique, mais pas que, aussi à
des thématiques d'achat responsable, de circuits courts. Enfin, ils ont tout un panel d'actions ESG qui diffusent auprès de leurs locataires et auprès des acteurs locaux, des associations ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire, en espérant trouver un relais sur le territoire pour que les actions puissent perdurer et fonctionner auprès du public visé. Voilà pour les bailleurs et pour les 6 typologies. Donc on va conclure avec un petit peu d'innovation. Bon, rapidement sur l'innovation, l'idée c'est de vous dire que vous allez retrouver ces éléments-là dans le BIR. Donc le BIR, il faut le lire. Apprendre, coopérer, digitaliser et financer. En gros, c'est les quatre grandes catégories qu'on pourrait faire ressortir du BIR. Et donc, finalement, ça se concentre autour des matériaux, des techniques, du design de l'immeuble et surtout des expérimentations. Des matériaux, typiquement les filières biosourcées, les matériaux un peu innovants, on va dire, les techniques de construction qui doivent réutiliser aussi des techniques plus anciennes, telles que la terre-paille ou ce genre de choses. La manière de designer aussi dans la réversibilité, les bâtiments, et d'expérimenter en fait, s'autoriser à essayer, à expérimenter et finalement investir aussi dans l'expérimentation. Donc faire de la R&D. Ce qu'on voit aussi finalement, c'est la capacité à coopérer ensemble, à travailler entre acteurs et à s'impliquer à travers des initiatives de place pour harmoniser des référentiels. Et ça fait partie aussi de l'innovation finalement. Bon, la digitalisation, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut aussi se souvenir que dans l'innovation, il y a la dimension humaine avant tout, et aussi construire des techniques qui impliquent l'humain, et c'est aussi innover quelque part. Il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, il y a aussi l'humain qui va l'utiliser. Donc dans la digitalisation, forcément, ça passe par l'automatisation, les capacités à mesurer, mais aussi à former en fait les personnes à des nouveaux outils, à des nouveaux instruments. Et ça, c'est un vrai sujet. Pour le financement, finalement, c'est inventer des nouveaux outils de financement, c'est inventer des mécaniques pour aligner le financement à l'intérêt de la société, aussi à l'actif, et c'est aussi identifier en fait les nouvelles sources de financement. Ça veut dire qu'en gros, bon, ça on n'en a pas parlé, mais vous le verrez chez les financeurs, en fait, ils travaillent sur la modification de fonctions de front pour aller accompagner les acteurs, pour diagnostiquer aussi des nouveaux besoins, pour aller financer ces nouveaux besoins. Et ça, c'est un vrai sujet. Ça veut dire qu'en gros, il faut pouvoir anticiper le besoin pour aller le financer. Le reste, lisez le BIR. Donc, un des points qui nous a été remonté et sur lequel je vais conclure, enfin déclure, persister, en fait, se maintenir, c'est du boulot. Et je reprendrai, c'est une citation c'est un verbatim que vous aurez dans le BIR aussi, mais c'est une réalité en fait. C'est bien de construire la dynamique, mais c'est aussi important de construire des innovations qui permettent de perdurer et de persister. Alors, on va remercier rapidement les acteurs du BIR, parce que c'est important. Merci à nos 80... Ouais. Non, merci beaucoup, parce que c'est beaucoup de temps. On sait que ça mobilise les équipes. Il y avait 150 questions, c'est infernal. Je pense qu'on a été hués, on vous a relancé je ne sais pas combien de fois. Donc, du coup, merci, et on espère vous retrouver l'année prochaine, c'est important. Merci aux 18 entretiens, vous êtes toutes et toutes là. Donc merci pour votre temps, ça prend du temps, on a consigné l'ensemble des verbatims, ça nous a demandé pas mal de boulot, mais on a extrait des super trucs, vous avez beaucoup parlé. Si vous voulez les entretiens, vous pouvez les avoir, c'est les vôtres. Merci aux partenaires, du coup, les fédérations, ASPIM, France Assureur, la FEI, la FPI, l'IFPIM et Delphis, ainsi que l'IEIF, notre partenaire, sur cette étude. Nos experts indépendants que sont Société Générale, la Banque Postale et WO2. Et enfin, on peut vous donner la parole. Vous avez le droit de poser quelques questions, si on peut y répondre. Pour les autres, on évitera. Est-ce qu'il y a des questions? Dans ce cas-là, on vous passe un micro. Et s'il n'y en a pas, dans ce cas-là, on passe à la table ronde. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi une diversité d'acteurs. Alors, pas totalement tous les acteurs qui ont été mentionnés dans le BIR, mais en tout cas une certaine diversité. Alors, ma première question, elle est très simple. Comment est-ce que
votre première réaction aux résultats du BIR, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué? Nathalie? Je veux bien démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être la première réaction, c'était aussi en réaction à ce que Odile a dit en introduction de cette conférence. Tu as marqué un pessimisme que j'entends. Et moi, en fait, à la lecture de j'aime pas du tout BIR, ce baromètre de l'immobilier responsable, parce que vraiment, BIR, je trouve ça pas très beau. J'ai plutôt envie d'avoir un message optimiste. Parce que quand je lis que 85% globalement des entreprises, quelle que soit leur typologie, sont engagées dans des stratégies ESG, je me dis, elles ont tenu bon, quels que soient les aléas, les difficultés, les surréglementations. Et donc ça, je trouve que c'est un premier message hyper positif. Ouais. Le deuxième message que je trouve hyper positif, c'est que là aussi, quels que soient les types d'entreprises, elles ont toutes compris les enjeux sur l'énergie et le carbone. Donc il y a, enfin voilà, donc ça, je trouve que c'est le deuxième point très positif. Et le troisième point, et c'est ce qu'on voit dans les classements en troisième ou quatrième position, c'est là où on a les efforts à fournir en fonction de nos différents types d'entreprises. Le sociétal, clairement, et le social, il y a, à part sur les bailleurs sociaux, il y a un gros boulot à faire. Et donc ça, on le voit bien. Et puis, petit message pour les promoteurs, je vois que le sujet sur la biodiversité a quand même beaucoup évolué. Et donc, moi, j'ai plutôt envie de dire que ce baromètre m'inspire plutôt des encouragements et de me dire qu'on n'a pas baissé la garde, loin s'en faut, malgré le contexte. Dorothée? Oui, peut-être un mot effectivement pour compléter. Donc je pense que c'est effectivement un baromètre que je trouve positif. Finalement, il reflète l'intégration de l'ensemble de ces données et l'ensemble des sociétés, quel que soit leur secteur d'activité, s'approprient ces données, clairement. C'est fait à marche forcée, un peu sous la contrainte. Donc il y a, je pense, un chemin entre l'intégration de la donnée et la prise en compte par les opérationnels dans les actions concrètes. Donc on le fait, on l'intègre, mais je trouve qu'effectivement c'est assez positif et ça démontre une forte intégration par l'ensemble des opérateurs du marché. Émar. Retour très positif, effectivement, sur ce baromètre qui, à mon sens, permet à la fois de nourrir notre réflexion et d'inspirer, puisque ça permet de se situer à la fois par rapport à ses pairs, donc nous, on est une SIC, mais aussi par rapport aux autres acteurs et voir pour nous-mêmes les points sur lesquels il faudrait peut-être qu'on donne un petit coup d'accélérateur. Et puis d'inspirer les autres en montrant que des sociétés de taille très différentes qui ont répondu à ce baromètre sont capables d'avoir du résultat, d'avancer fortement sur ces enjeux ESG. Je pense que c'est vraiment une source d'inspiration et extrêmement concrète. Super. Élise? Alors nous, effectivement, bailleurs sociaux, d'ailleurs, je note que nous avons d'excellentes notes, d'excellentes moyennes. C'est vrai? Non, voilà, en tout cas, j'ai l'impression que c'est la première fois, je crois, qu'on intègre les bailleurs sociaux, deuxième fois. En tout cas, voilà, on est un peu plus nombreux. Donc effectivement, je trouve que c'est très cohérent. En tout cas, je m'y retrouve beaucoup dans cette matrice-là, en tout cas, qui a été montrée, où on a encore des efforts à faire, nous, sur nos objectifs, mais qu'effectivement, on couvre évidemment beaucoup de sujets. C'est un peu au cœur, je crois que ça a été souvent dit, de notre mission d'utilité sociale, du coup, de couvrir, d'adresser quand même un maximum d'enjeux, en particulier sur le volet sociétal. Voilà, donc moi, je trouve ça effectivement très encourageant. J'ai été, effectivement, malgré les mauvaises nouvelles, en tout cas, voilà, c'est quand même montrer ce niveau d'intégration, je crois, qui est devenu assez mûr pour tout le monde. Merci beaucoup. On va y revenir sur les mauvaises nouvelles quand même. Je vais poser la question un petit peu tout à l'heure. On ne va pas forcément parler technique des données, mais ce qui nous semble important, c'est de parler des relations avec les parties prenantes. Et quand on a préparé cette table ronde, une chose qui est vraiment très, très ressortie, c'est le fait que la mise en œuvre à la fois de stratégies, de politiques, d'indicateurs ESG, ça a été chez vous, dans vos structures, un moyen de fédérer et d'entraîner les équipes. Donc on va d'abord regarder quelque part les parties prenantes internes avant de regarder les parties prenantes externes. Et puis j'ai envie de compléter ça en vous demandant
quel récit est-ce que vous construisez en interne aujourd'hui par rapport à la mise en œuvre de ces stratégies ESG? Qui veut commencer? Je commence. Et Allez. puis, bon, alors nous, effectivement, juste ce que j'avais dit en préparation, c'est que nous, cet acronyme ESG, il est vraiment nouveau pour nous, acteurs bailleurs sociaux, évidemment. On parlait de données RSE. En tout cas, nous, c'est pas une nouveauté. Enfin, là, je redis ce que j'ai dit juste avant, mais évidemment, c'est au cœur de nos relations. Nous, on est un peu au carrefour de parties prenantes, que ce sont nos demandeurs de logements sociaux qui atteint un pic cette année, malheureusement, nos locataires, ceux qu'on héberge, nos habitants, et évidemment toutes les collectivités, tous nos partenaires, tous sont ici. Voilà. Donc effectivement, nous, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, par contre, c'est effectivement, j'aime beaucoup ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure, c'est que ça montre un peu autre chose, ces données ESG de notre entreprise. Ça nous pousse à regarder un peu autre chose, et du coup, en interne, eh bien, on voit bien qu'il faut faire monter un peu en compétences aussi beaucoup de directions, en particulier la direction financière. Donc je trouve qu'il y a quand même un défi vraiment chouette pour les entreprises de les amener, de se sensibiliser, de s'approprier ces sujets en particulier climat, qui sont quand même nouveaux pour eux. Voilà, donc on voit que nous-mêmes, voilà, ça nous questionne, ça nous transforme aussi. On fait des pas de côté, en tout cas, on les amène, on amène un tas de directions à aller vers des champs nouveaux. Voilà, je pense qu'il y a d'autres. Je vais m'arrêter là, mais en tout cas pour nous, alors nous gens de RSE, forcément, on trouve que quand même ces directives et réglementations sont quand même des leviers formidables pour impulser et pour donner ce coup d'accélérateur. Nous qui ne sommes pas cotés, nous qui ne sommes pas sur un marché régulé, en tout cas pour ancrer en tout cas ces données ESG dans notre stratégie et les rendre surtout plus lisibles et plus visibles. Je voudrais juste vous demander, quand vous dites avec la direction financière, par exemple, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que d'un coup, il faut que... J'étais hier avec tous les financiers du groupe. Il faut leur apprendre voilà, ce que c'est que des risques physiques de nos actifs, montrer comme ça peut effectivement impacter notre modèle économique et pas des moindres. Enfin, vraiment, c'est vraiment, ça nous ouvre sur des champs nouveaux. Enfin, on ne regardait pas ça jusqu'alors. Il y a une prise de conscience très forte. Donc, d'ailleurs, merci à l'OID, avec Betadapt, nous commençons à avoir des stats. Et donc, ça montre aussi, c'est très concret. Donc là, il faut aussi qu'on acculture un peu toute cette fonction financière qui, je trouve, voilà, doit se transformer, est en train de se transformer. Notre directrice financière est devenue une incollable sur la taxinomie, mais aussi sur tous ces sujets climat. Du coup, nous, il faut qu'on embarque tout le monde, puisque c'est quand même eux qui vont être d'ailleurs en première ligne, en dialogue avec les investisseurs et les prêteurs bancaires, qui nous interrogent de plus en plus. Donc on voit, vraiment, moi je vois le point de bascule depuis un peu moins d'un an, mais voilà, où tout d'un coup, on demande à des financiers des données environnementales, carbone, intensité carbone, risque physique. Voilà, donc c'est vraiment, on voit qu'il faut accompagner toute une fonction, en tout cas celle-ci, mais pas que celle-ci, mais évidemment aussi toute une direction générale. Merci. Allez, je poursuis. On va suivre le micro. Je poursuis. Alors, pour que vous compreniez un peu ce que je vais vous dire ensuite, bon, juste vous dire, Argan, c'est une foncière cotée, donc on gère un patrimoine d'immobilier logistique de 3,6 millions de mètres carrés, donc gros chiffre, mais nous sommes 30 personnes. Donc ça va illustrer un petit peu ce que je vais dire après. Ça fait combien de bâtiments? Ça fait une centaine de bâtiments. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que chez grosses nous, un bâtiment moyen, c'est 37-38 000 mètres carrés. Ouais. Voilà. Et ça fait effectivement 65 locataires, donc ça se gère à 30 personnes. Tout ça pour vous dire que l'ESG, la CSRD, enfin voilà, tout ce qui va avec, c'est des contraintes pour nous. Mais nous, on a souhaité en faire non seulement une ou plusieurs opportunités, mais surtout un moteur de croissance. Et ça, c'est extrêmement important. Et comment on a géré ça? Évidemment, avec une équipe de 30 personnes. Quand je donne ce chiffre, ça fait sourire tout le monde. Le ESG chez nous, c'est 1,5 équivalent temps plein. Voilà. Et comment on y arrive à faire quelque chose avec ça? C'est en mobilisant effectivement en interne tout le monde, les 30 personnes, et en interagissant avec l'ensemble des fonctions qui sont présentes et représentées au sein de la foncière. Et c'est aussi en étant accompagné par un excellent cabinet. Parce que nous, justement, on n'a pas le temps d'aller capter l'information, de comprendre tous les tenants et aboutissants de la réglementation. Donc c'est
Il faut être extrêmement organisé. Et puis nous, on a des parties prenantes qui nous attendent au tournant sur le sujet. C'est-à-dire on a des clients. Nos clients, ce sont des grandes entreprises françaises et internationales qui ont, eux, des enjeux forts de reporting aussi. C'est nos investisseurs, des gens qui achètent les actions Argan, donc ils ont envie de voir sur le long terme ce que ça va donner. Et puis c'est aussi nos financeurs. Même si sur ce point, je trouve que les financeurs ne sont pas encore tout à fait, je dirais, exigeants, on va dire ça comme ça, sur ces aspects. Mais voilà, en tout cas, nous, cette stratégie ESG, elle est un moteur de croissance et un moteur de différenciation vis-à-vis de nos confrères en capitalisant sur des efforts importants sur les aspects énergie, carbone, enfin on y reviendra, mais voilà, nous on l'a mis vraiment en première ligne, cet enjeu ESG, comme différenciation. Et j'ai envie de dire, très, très concrètement, ça veut dire quoi? C'est de la formation, c'est des comités, c'est ce qu'on a vu comme modalité? Oui, alors c'est former les collaborateurs et surtout les intégrer dans cette stratégie, qu'ils la comprennent parfaitement et qu'ils comprennent quel rôle ils ont à jouer dans le déploiement de cette stratégie. Et puis aussi, c'est infusé en fait partout. Donc moi, je suis au directoire, je suis en charge de l'ESG au directoire, et au sein du conseil de surveillance, il y a un comité d'audit des risques et de la durabilité. Et tous ces enjeux ESG sont relayés non seulement au sein du comité, mais à chaque conseil de surveillance, et avec un reporting mensuel à l'ensemble des équipes également. Donc sinon, ça ne peut pas marcher. Si on n'a pas mobilisé à la fois nos instances de gouvernance et notre équipe, quand on est une trentaine de personnes, on ne peut pas arriver à mener ce combat. Merci. Dorothée, à la Banque des Territoires et plus largement à la Caisse des dépôts. Oui, alors un peu plus largement à la Caisse des dépôts, puisque effectivement la stratégie ESG a été intégrée depuis déjà de plusieurs années. Je dirais 2018 a été une première année clé où le groupe a ajusté son organisation pour accompagner la transition. Par exemple, en intégrant un département politique développement durable au département finance. Donc, c'est lier le financier et l'extra-financier au sein d'une même direction et y accorder l'importance que l'on doit y accorder. Donc, c'est un département qui est à côté de la gestion comptable, des études, des finances et donc qui a pleinement sa place. Donc, ça, c'était un premier signal fort en 2018 avec une équipe dédiée de 25 personnes dédiées spécifiquement à ce sujet de l'ESG et de l'ensemble des activités du groupe qui doivent être déployées. Et cette équipe de 25 personnes s'est appuyée sur des référents, une quarantaine, un peu partout dans le groupe, pour pouvoir insuffler une dynamique positive. En termes de pilotage également, le comité exécutif, dès 2018, a vu dans sa feuille de route les enjeux environnementaux et développement durable intégrés. Donc ça, c'est une première marche. En 2020, on est allé un peu plus loin encore en créant un comité des parties prenantes du groupe. Donc ça, c'est un comité qui se réunit sous l'égide de notre directeur général, Éric Lombard, 2 fois par an, qui associe des membres de la société civile, des ONG, des banques publiques, privées, des experts du climat. Et l'idée, c'est d'éclairer utilement les membres du comité et les équipes avec une expertise de haut niveau pour essayer de déployer et vraiment d'insuffler cette organisation. Dernier cran en 2020, les membres du comité exécutif ont vu dans leur rémunération variable une part des objectifs ESG intégrés à hauteur de 25%. Donc c'est une part significative qui vient vraiment à côté du financier, mais qui a toute sa place. Voilà, et c'est déployé aussi au sein des collaborateurs, où c'est intégré dans l'intéressement de manière un peu plus classique. Voilà peut-être pour les premières étapes, on va dire, historiques. Mais c'est particulièrement important, ça aussi, pour que ça diffuse. Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Nathalie, chez Altarea. Alors, chez Altarea, alors nous, peut-être en complément d'Argan,
Donc nous, on est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a plein de métiers. On est à la fois une foncière de centres commerciaux, on a une quarantaine de centres commerciaux, on est un promoteur de logement, on a une société de gestion de fonds, on s'est lancé dans plein de diversifications, on est 2000. Et donc l'ESG, aujourd'hui, elle est placée dans tous nos métiers, mais avec un niveau de maturité différente. On a démarré sur ces sujets ESG par la foncière, donc ça, il y a plus de 15 ans. Donc il y a un vrai travail de fond qui a été fait. Puis, avec l'augmentation des réglementations sur la partie promotion, on a embarqué les équipes de promotion. Et là, la société de gestion qu'on vient de créer, elle est native avec des enjeux ESG qui sont complètement dedans. Peut-être là où l'ESG nous a permis de passer une étape, c'est qu'on a d'abord très récemment intégré, et notamment tous les sujets avec la CSRD, intégrer une dynamique avec la direction financière. Tu parlais du fait que tu commences à les embarquer. Nous, ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux parce que on était intimement convaincus que pour mener la transformation, il fallait que ça passe par la finance et que la question de la donnée verte, et pas que de la donnée environnementale ou sociétale, elle était clé. Et donc, cette mise à bord de la finance, qui est passée par les bilans carbone, par les trajectoires, donc on a compté le carbone comme on compte des euros. Aujourd'hui, on a notre poids carbone. On sait que quand on dépense, quand on gagne 1 euro de chiffre d'affaires, ça équivaut à 360 grammes de CO2, et avec une idée de découpler l'euro de chiffre d'affaires qu'on gagne avec l'émission de CO2 le coût CO2. Donc ça a été un premier point extrêmement important, embarquer la finance. Et on l'a fait, on reviendra dessus, avec la taxonomie notamment. Le deuxième point, c'est la formation, vous en avez tous parlé. On a mis en place des formations internes avec plein d'outils différents, y compris avec l'OID, avec la fresque de l'immobilier durable, parce qu'on pense que c'est un outil hyper puissant pour embarquer tout le monde. Et puis le troisième élément, c'est évidemment la rémunération. Non seulement il y a notre gérance a une rémunération qui est indexée sur notamment notre réduction d'émissions de CO2, mais toutes nos marques, toutes les activités, et ça va jusqu'à l'intéressement. On a un accord d'intéressement extra-financier qui concerne en fait tous les salariés, dans lequel il y a des critères ESG. Donc c'est intéressant parce qu'on essaye de toucher l'ensemble, et du coup, ce n'est pas juste un sujet de direction générale ou un sujet de direction RSE, c'est vraiment un sujet qui concerne l'ensemble des collaborateurs. Et tu as senti justement cette mobilisation des collaborateurs autour de ces objectifs ? J'ai senti que, en fait, la mobilisation, elle est en fonction du degré de proximité qu'on a avec l'actif ou avec le sujet immobilier. Oui. Mais déjà qu'il y ait une sensibilisation, et où quand on parle d'ESG, les gens ne se disent pas « mais je ne comprends rien » ou ils ne se disent pas « c'est un sujet dogmatique, je ne suis pas écologiste et donc ça ne m'intéresse pas ». Je pense que ça fait vraiment évoluer, et ça nous a énormément aidés. On y reviendra après sur la CSRD. Tout le monde dit que c'est très lourd, etc. Mais quand on a embarqué, on a fait des groupes de pilotage avec toutes les marques, tous les métiers, pour leur dire, voilà, on passe une étape. Ça va être une grosse marche, mais vous avez déjà des bases. Et on est une société cotée, on a déjà tout un processus de reporting dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière. Ça nous a permis que la marche soit un peu moins haute. D'accord. Peut-être, je rajoute une question, mais tant pis. Vous demandez quels sont aujourd'hui les axes sur lesquels vous travaillez, sur lesquels justement vous essayez de progresser. Je dirais, il y a des axes dont on a vu notamment énergie et carbone, mais peut-être que ce n'est pas le cas chez vous, pour lesquels les entreprises sont très avancées. C'est quoi en ce moment les axes de travail ? Alors nous, on est très, je pense qu'Alexandre l'a bien montré, en tout cas l'OID l'a bien montré. Nous, effectivement, bailleurs sociaux, on a un parc souvent ancien, bien évidemment qu'on a pris le chemin du bas carbone, surtout sur ces rénovations énergétiques. Effectivement, on va des fois bien au-delà du calendrier réglementaire.
On a des ambitions. Moi, je rappelle effectivement le groupe 3F, ce sont 300 000 logements, donc à peu près 18 000 bâtiments, voilà, pour comparer. Voilà, on est 10 sociétés. On appartient au groupe Action Logement qui pèse 1 million de logements. Donc évidemment que le sujet des réhabilitations thermiques nous anime depuis à peu près quasiment 10 ans, hein, enfin 8 ans. Enfin, on a commencé les premières. Alors vraiment le champ nouveau, et c'est ça qui était intéressant là, avec ta remarque sur nous, tout d'un coup, on a, avec l'ESG, j'ai bien vu un regard différent maintenant sur nos actifs. Et déjà, j'utilise le terme actif, ce qui est quand même nouveau. Voilà. Et pour nous, j'ai bien vu, il y a une petite révolution là, un peu de vocable aussi. C'est que d'un coup, entre ESG et d'un coup, on regarde la valeur quand même de nos actifs au regard justement de ces critères-là. Et c'est vrai que c'était quand même un exercice un peu nouveau, un peu déroutant pour nous. Nous, on regarde surtout, et c'est notre mission principale, les occupants. Mais on essaie en tout cas d'éclairer tout le monde que malgré tout, eh bien, potentiellement, les loyers que nous avons, enfin, nos locataires ne pourraient plus vivre dans des actifs qui seraient devenus obsolètes pour plein de raisons, dont celle évidemment climatique. Donc maintenant qu'on a réhabilité thermiquement, on en vient au bout malgré tout, mais en fait se pose la question des aléas climatiques, et on en a parlé, des bouilloires thermiques, mais pas que. Du coup, évidemment, là, il y a une vague qui nous arrive sur d'un coup, mais finalement, quelle est la part de notre parc exposé aux différents aléas? Nous, on est sur toute la France, en Corse aussi. Donc voilà, on a plein d'aléas possibles. Donc en fait, c'était vraiment une inconnue, je ne vous le cache pas. C'était se dire, mais finalement, quelle est la part de notre parc exposé et non exposé? Et du coup, voilà, là, on est en train vraiment de travailler là-dessus. Ça nous inquiète aussi, puisqu'on voit que forcément un actif est rapidement exposé à un des 7 aléas. Voilà. Donc effectivement, il y a vraiment maintenant un travail qu'on fait déjà de scanner tout notre parc sur le risque d'exposition. Et après, un gros travail, et effectivement, qui est, je pense que vous vous rendez compte pour ceux qui le savent, mais d'évaluer la vulnérabilité du parc face à chaque aléa, c'est conséquent. C'est avoir du coup une base de données extrêmement fine, une maille qu'on n'a pas forcément, nous, à l'échelle du bâtiment, des caractéristiques bâtimentaires conséquentes. Donc voilà, donc nous, ce qui nous préoccupe maintenant, c'est de connaître notre parc exposé. Et on travaille effectivement sur les solutions aussi pour résoudre ces aléas, en particulier évidemment vagues de chaleur, et rien n'est moins simple. Et surtout le prix que tout ça va nous demander, enfin l'énergie aussi, et nous assurer que ces solutions couvriront en tout cas ce risque. Et c'est vrai que nous, on a un vrai sujet, qu'à terme, il faut quand même on loge des gens, on se doit d'avoir un habitat digne et décent, et potentiellement voilà, des logements qui deviendraient des bouilloires pourraient devenir insalubres. Voilà, donc c'est vraiment, ça a un impact très fort. Et aussi, je finirai là-dessus, sur évidemment la sinistralité, et qu'on se pose beaucoup de questions sur le futur, sur ces actifs seront-ils encore assurables, ou même assurés, hein, mais en tout cas sur ce volet-là. Donc on se doit, on voit bien qu'il y a une prise de conscience, alors qui se fait vraiment à l'échelle, nous, du secteur des bailleurs sociaux, sur l'évaluation de ces risques. Voilà. Merci. Dorothée? On continue en ligne. Ah, alors, on peut changer l'ordre. Pour nous, en fait, il y a effectivement énergie et carbone, c'est des enjeux qui sont maîtrisés, les objectifs sont fixés, tous les indicateurs sont là. Voilà, on est vraiment très engagé sur ces enjeux-là. S'ajoute la question de la résilience du parc, alors qu'on n'avait pas priorisé pour une raison assez simple. On a des entrepôts qui sont, vous voyez bien, en bordure d'autoroute, pas en bordure de littoral, pas en zone de montagne. On n'a pas de sinistre, enfin on n'a pas aujourd'hui d'impact visible du changement climatique aujourd'hui. Mais évidemment, c'est pour la suite, et donc on va engager cette étude de résilience du parc qui nous permettra certainement d'identifier les actifs sur lesquels il y a des interventions à faire dans les années à venir. Le deuxième sujet, c'est la biodiversité. Oui. Alors, ça peut être contre-intuitif aussi pour quelqu'un qui fait de la logistique de parler de biodiversité. Bon. Mais en fait, il y a deux sujets. Cette année, 54% des mètres carrés qu'on a construits l'ont été sur des friches industrielles, friches militaires.
Et là, finalement, ce n'est pas qu'on respecte la biodiversité en place, c'est qu'on reconstitue, on recrée une biodiversité qui n'existait plus. On a une opération, on vient de construire un bâtiment de 82 000 m² à Caen pour Carrefour. C'était une ancienne usine Citroën qui a été démolie, l'ensemble a été dépollué. On est arrivé sur une plateforme en dur et on vient de livrer le bâtiment. On a planté 11 000 arbres. 41% de l'assiette foncière est consacrée à des espaces verts. Il n'y avait plus rien. Bon. Donc en fait, la biodiversité, c'est aussi quand on intervient, sinon quand on n'est pas sur des friches, sur des ZAC, souvent mises à nu par les collectivités locales auxquelles on achète ces terrains. Ben là aussi, en fait, on va recréer ou préserver ce qui reste, quand il reste quelque chose, et recréer de la biodiversité. Donc on s'est doté d'une batterie d'indicateurs pour nous guider sur ces enjeux de biodiversité. Et puis le troisième élément, c'est le social. Alors on a vu que pour les foncières, notamment les SIC, ce n'était pas forcément un enjeu. Pour nous, ça en est un. Il y a un enjeu interne, un enjeu externe, si je puis dire. L'enjeu interne, c'est au-delà de la rémunération, effectivement, je rejoins les autres participants de la table ronde. Nous aussi, on a intégré des enjeux ESG dans la rémunération de tout le monde, dans l'intéressement, mais évidemment dans la rémunération des membres du directoire. Mais c'est aussi associer les salariés à la réussite de l'entreprise. Donc nous, on a un plan d'attribution gratuite d'actions pour 100% des collaborateurs. Et depuis 2024, c'est effectif. Ils sont tous propriétaires, copropriétaires de l'entreprise. C'est un ratio d'équité chez nous qui est très faible, puisqu'on est à 2,5, alors qu'au niveau du SBF 120 auquel on appartient, je crois qu'on est plutôt sur 50, voire plus. Et c'est aussi un travail vis-à-vis des salariés qui vont être accueillis dans les bâtiments qu'on va louer à nos clients. Donc un travail sur la lumière, un travail sur la mise en peinture des murs de séparation des cellules. C'est tout bête, hein, mais quand on peint en blanc des murs bétonnés, on redonne de la lumière. C'est aussi, puisqu'on met en place des pompes à chaleur de manière systématique, pouvoir rafraîchir les bâtiments l'été. Et on a quand même un certain nombre de bâtiments dans le sud de la France, et je peux vous garantir que ça, c'est des enjeux forts pour les salariés. Donc le social, c'est aussi un sujet sur lequel on travaille. Et puis l'impact territorial, donc là on est plus sur le sociétal, mais quand on s'implante sur un territoire, ça met en jeu tout un tas d'interactions qu'on étudie et qu'on évoque avec les collectivités locales. Ok. Dorothée, Oui, dans les investissements que vous faites, quels sont les critères qui sont aujourd'hui Alors, je répondrai en deux temps. Il y a deux choses. Il y a à la fois notre évolution en termes de doctrine, c'est-à-dire que la Banque des Territoires est là pour accompagner l'immobilier d'intérêt général. On intervient partout en France sur tout type de secteur. Et traditionnellement, donc, pour faire du développement économique, il faut construire de nouveaux immeubles et c'est le cœur de notre activité. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est accompagner le mouvement de la transformation, de la réhabilitation lourde, en intervenant plus en amont, même en phase d'aménagement, pour essayer de transformer plus massivement. Donc ça, on considère que c'est vraiment une réponse forte à cet enjeu. Ensuite, en termes de comitologie, nous, on a un cut-off au moment du comité d'engagement. On a, depuis déjà plusieurs années, un avis ESG qui est donné par le département en charge de ces problématiques, donc indépendant de la direction immobilière, qui vient apporter un avis qui a la même valeur que l'avis de la direction des risques, de la direction juridique ou de la direction de la conformité. Donc cet avis s'assure que le projet que l'on présente contribue bien aux objectifs de durabilité du groupe. Donc on a créé je n'ai pas créé personnellement, mais le groupe a créé une matrice qui attribue une notation et en fonction du caractère satisfaisant ou pas, on peut investir. Donc ça, c'est vraiment un exemple pratico-pratique de la manière dont on intègre ce paramètre sur nos développements. Après, je dirais sur le stock, sur ce que l'on a en portefeuille, on a un patrimoine qui est relativement récent, puisqu'encore une fois, on fait du neuf. On a vocation à garder nos immeubles entre 7 à 10 ans, puisqu'on accompagne, on n'est pas une foncière, on n'est pas là pour porter de l'immobilier. Dès lors que les projets sont matures, on sort et on se fait racheter soit
soit par nos partenaires, soit on vend sur le marché. Donc on a un patrimoine relativement neuf, qui est un peu moins soumis au sujet de CAPEX, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, mais on regarde les risques climatiques, on travaille à des cartographies aussi sur le parc existant. C'est principalement sous cet angle-là que le sujet est abordé sur le stock. Voilà. Okay. Nathalie, quels sont les axes de travail? Alors, nous, les axes de travail, évidemment, on continue tout le travail de réduction de nos impacts carbone. Mais en fait, je pense que les deux sujets principaux sur lesquels on est aujourd'hui, c'est les sujets d'adaptation, ça a été dit. Clairement, on n'avait pas pris cette mesure-là. Donc, on travaille beaucoup sur les sujets de confort d'été, on travaille beaucoup sur les sujets de biodiversité. On commence à travailler sur les sujets de stress hydrique, avec la cartographie qu'on essaye de faire pour justement identifier les zones de stress hydrique. Ça, c'est désolé pour c'est la Fondation Cartier qui... C'est bien. Donc ça, c'est un axe très important, tous les sujets d'adaptation. Et puis tout le sujet, nous on parle de sociétal, c'est-à-dire on a une responsabilité de loger des gens, on a une responsabilité de mixité sociale, que ce soit avec des typologies de logements différents, mais également avec des seniors, avec des étudiants. Et donc on travaille beaucoup ces mesures d'impact-là sur comment est-ce qu'on contribue socialement ou sociétalement à créer cette mixité et l'impact économique que l'on a sur les territoires en se développant. L'ensemble quand même dans un contexte, on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui, économique extrêmement difficile. C'est-à-dire que en fait, tout ça, c'est essentiel, tout ce qu'on est en train de faire. Mais aujourd'hui, dans le frein principal, c'est se dire, est-ce qu'on a les moyens de ces ambitions-là? C'est-à-dire qu'on mesure, on reporte, mais ça a un coût économique. Ce n'est pas neutre. Ces ambitions de décarbonation ou en tout cas tous ces enjeux ESG. Et donc, je pense que la lame de fond que l'on a contre nous, c'est est-ce qu'on a encore les moyens de ça? Et donc, alors, votre réponse? La réponse, c'est en fait, il faut se donner les moyens. En fait, objectivement, je ne sais pas, si on construit avec des matériaux biosourcés, aujourd'hui, c'est 100 € par mètre carré en plus. Voilà. Donc, ça a un coût. Et donc, ça veut dire repenser l'acte de construire, se dire on fait des choix. Si on met des matériaux biosourcés, c'est 100 €. Comment est-ce qu'on les récupère différemment? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on repense la forme du bâtiment? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on repense les priorités dans les aménagements que l'on a? Enfin, ça demande des arbitrages. Tout à l'heure, Alexandre disait il ne faut rien lâcher. Oui, il ne faut rien lâcher. Mais il faut arbitrer peut-être certaines priorités en se disant, pour servir ces enjeux de durabilité, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse un peu différemment. Est-ce que l'un de vous veut réagir là-dessus? Parce que je trouve que c'est très important, cette question, et ça fait le lien avec ce qu'a dit Odile en début de réunion. Est-ce qu'on recule? Enfin, est-ce que chez vous, vous reculez un peu ou pas? Non, on ne peut pas reculer, on ne recule pas. En tout cas, ça nous interroge, évidemment, on évalue bien le coût et nous aussi, enfin, voilà, on est tous contraints. Donc effectivement, il faut trouver des points d'arbitrage, il faut surtout aussi le faire en conscience, accepter peut-être des choix. Nous, en fait, ça interroge surtout sur la manière, je trouve qu'il y a une nouvelle manière de travailler. On parle beaucoup de coopération, mais c'est vrai le sujet. Je pense qu'il faut y aller ensemble. Davantage aussi, c'est une autre manière en tout cas d'avancer sur ces sujets. C'est un autre regard en tout cas sur les choses. Nous, c'est même sur l'ingénierie financière. Moi, je pense qu'il faut aussi bouger, il faut aller chercher là où on peut être aidé. Voilà, nous, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est là où on peut parler vraiment de transformation. C'est que c'est pas juste un sujet de cahier des charges. Par contre, évidemment, nous, pleinement, je pense que vous aussi, mais nous, ça peut être presque schizophrénique. Voilà, nous, il faut effectivement qu'on produise. Merci d'ailleurs, voilà, ceux qui nous aident. Mais voilà, tout en faisant effectivement un bâti extrêmement qualitatif, performant d'un point de vue énergétique, avec un impact carbone minime. Qui soit effectivement adapté à toutes ces catastrophes naturelles et tout ça pour un coût voilà, minime. Donc c'est vrai que
c'est un vrai défi, en fait. C'est un vrai défi. On voit qu'on a besoin de plus en plus d'économistes aussi, nous, sur nos sujets de projets d'opération. Voilà, donc c'est quand même... voilà, on recule pas. On recule pas, mais on ne peut que constater que oui, il y a eu beaucoup, que le biosourcé, que le géosourcé, ça a un coût. Que faire de l'économie circulaire du réemploi, il y a quand même beaucoup encore de freins. On parlait de la logistique et on le constate, oui. Voilà, donc en tout cas, c'est évidemment que on ne recule pas, mais on doit, on se pose là un peu et on en tire surtout. Il y a d'énormes enseignements à tirer. Donc ça, c'est un vrai travail en interne qu'on doit faire. Emma? Alors, on ne va pas mettre la marche arrière, mais on aborde tous ces sujets-là avec pragmatisme et pas dogmatisme. On n'est pas des militants, on est dans une entreprise qui a des enjeux de développement financier, mais aussi d'impact. Bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a mis au cœur de notre stratégie les notions de ESG parce qu'on considère que c'est un intérêt pour l'entreprise, pour son avenir, mais aussi pour séduire ses clients. Et sur la question justement des surcoûts, la réponse qu'on a eue, alors nous, notre produit phare, notre produit qu'on développe systématiquement aujourd'hui, c'est un entrepôt qu'on appelle autonome. Donc c'est un entrepôt qui produit sa propre énergie verte, donc ça, c'est pas forcément nouveau. Sauf que nous, cette énergie n'est pas injectée dans le réseau, elle est dédiée 100% à notre locataire. On met en place des batteries de manière à faire de l'autoconsommation différée. On a mis en place des pompes à chaleur air-air qui permettent évidemment de limiter les émissions, mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de chauffer, de rafraîchir. On a de la GTC, on a des luminaires LED, on a travaillé sur l'efficacité énergétique du bâti. Et nous, ce qu'on propose à nos locataires, c'est de leur dire on vous met à disposition un entrepôt net zéro à l'usage. Comment on soutient cette argumentation? C'est assez simple. Entre un entrepôt qu'on faisait avant, traditionnel, chauffé au gaz, eh bien, autonome, on a divisé par 10 les émissions. L'électricité produite sur place couvre, en fonction du caractère ambiant ou réfrigéré du site, entre 30 et 40% des besoins globaux du site, tous, c'est-à-dire éclairage, chauffage, rafraîchissement, process. Donc effectivement, pour rendre net zéro à l'usage, cet entrepôt autonome, eh bien, on engage à partir de début 2025 une opération de compensation en France, à Cestas précisément. On va planter 52 000 arbres, c'est labellisé bas carbone, etc. Donc c'est des coûts, mais tout ça, c'est pour nous une stratégie commerciale efficace. Et on va jusqu'au bout de la transparence, parce que quand on loue un entrepôt à nos clients, un entrepôt autonome, on lui donne le coût de location et on lui rajoute la couche d'un surloyer en quelque sorte qui correspond aux équipements autonomes. La contrepartie pour lui, c'est qu'évidemment, il va avoir de l'électricité gratuite, donc il va en profiter en permanence. L'autre contrepartie pour lui, c'est qu'encore une fois, nos clients sont assujettis à ces reportings extra-financiers. Et quand vous avez comme client L'Oréal, les émissions carbone, c'est un enjeu, ou Carrefour ou d'autres. Donc voilà pourquoi nous, on n'est pas prêt de mettre la marche arrière, comme mes voisins. C'est que pour nous, c'est un élément moteur de la stratégie actuelle d'Argan. D'accord. Dorothée? Alors reculer, certainement pas. Je pense qu'on est engagé depuis un certain temps et on continue à l'être, on l'est plus que jamais. Donc on est dans une démarche positive, proactive et engagée. On a adopté une nouvelle raison d'être. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une raison d'être? C'est ce qui pose les bases de notre action. C'est une identité profonde, l'identité de notre organisation, et c'est ce qui traduit notre ambition sociétale. Donc, le groupe Caisse des dépôts s'est doté de la raison d'être qui est s'engager au cœur des territoires pour accélérer la transformation écologique et pour contribuer à une vie meilleure pour toutes et tous. Donc c'est assez clair. C'est assez clair. Hein. Donc on a une boussole, la transformation écologique, la cohésion sociale et territoriale et le développement des souverainetés économiques. Donc on ne va pas faiblir. Alors peut-être un point sur la CSRD, Nathalie. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur la CSRD. D'abord, comment ça se passe ? Et puis, est-ce que les atermoiements politiques vous ralentissent ou pas? Alors non,
D'ailleurs, on a eu cette question, c'est drôle parce qu'on a présenté notre démarche CSRD à notre conseil de surveillance. Oui. Et la première question, c'était ça, c'est dire, c'est à l'époque où on avait encore un Premier ministre et il mettait en question le fait d'avoir un moratoire sur la CSRD. Et nous, on a dit, bah, nous, on est, enfin voilà, quoi qu'il arrive, on est prêt, enfin, on sera prêt. Donc non, on n'est pas, il n'y a pas d'atermoiement chez nous. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur la CSRD dans l'étude. Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est une opportunité? Moi, je pense que c'est au niveau des enjeux auxquels on doit faire face. C'est-à-dire que oui, c'est exigeant, oui, c'est compliqué, oui, il y a énormément de points de données, oui, il y a un vocabulaire, une façon de penser qui est très différente. Mais en fait, ça permet d'aligner en fait tous les métiers chez nous. Nous, ce que je disais au début, on a plein de métiers. Là, pour le coup, on est obligé de reporter les mêmes choses, quelles que soient nos activités. Et donc d'avoir une interprétation commune, que l'on soit une foncière de centres commerciaux, un promoteur de logement, de bureaux ou une société de gestion. Donc ça, c'est hyper important, parce que ça nous a permis... Alors on y bosse depuis un an et demi. On a démarré assez tôt, parce qu'il y a le temps de comprendre, interpréter les textes. On a mis en place un groupe de pilotage avec l'ensemble des fonctions transverses. Puis après, on a travaillé avec chacun des métiers pour dire, ben voilà, sur chacun des... une fois qu'on a établi notre matrice de double matérialité, qui était un travail hyper intéressant, parce que du coup, vous vous dites, ben, c'est quoi nos vraies priorités? Alors oui, on pourrait se dire que tout doit être matériel, mais après, il y a le niveau de matérialité que l'on définit. Et donc, du coup, ça nous a permis de nous poser nos questions en disant, voilà, quels sont les sujets qui sont les plus matériels? Quels sont les indicateurs et la façon dont on va interpréter les data points? Et qu'est-ce qu'on va prioriser avec une approche hyper pragmatique en se disant, on ne va pas révolutionner l'entreprise en un an. Et donc, nous, on s'est fixé une feuille de route sur 3 ans pour mettre en place la CSRD et de se dire, ben, cette année, on reportera peut-être 600 points de données. Puis l'année prochaine, et puis on va améliorer la qualité de la donnée. Donc, nous, on a considéré que, c'était une façon de vraiment aligner tout le monde sur les enjeux ESG, de les aligner à la maille de l'opération, puisque du coup, on descend à la maille de l'opération. Chaque indicateur va être reporté à la maille de l'opération. Donc, ça va nous donner, deuxième point, une base de données énormes. Je parlais du stress hydrique tout à l'heure. Avant, on n'utilisait pas du tout le stress hydrique. Là, on va avoir une cartographie. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un état des lieux complet 360 de tous nos enjeux, d'embarquer les équipes et de se dire que finalement, jusqu'à maintenant, on avait des trajectoires carbone. Là, on va avoir des trajectoires sur l'ensemble de nos points de données, l'ensemble des ESRS. Et après, il y a des arbitrages en termes d'action. Donc ça va être un vrai sujet, je pense, en année 2. C'est-à-dire, voilà, c'est quoi les sujets, les plans d'action qu'on veut mettre en place. Puis peut-être dernier point, tu as posé la question tout à l'heure sur les récits. Nous, une fois qu'on a eu analysé les 12 ESRS, les 1000 et quelques data points, qu'on a décidé qu'on en avait 22 enjeux matériels, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on explique ça? C'est quand même hyper compliqué. Et en fait, on a dit, ben, voilà, on va essayer de simplifier et de dire, finalement, nous, on a 2 enjeux. Un enjeu de sobriété environnementale, et on a rentré un certain nombre de data points, ESRS, enjeux dedans. Puis on a un deuxième enjeu qui est notre utilité sociétale. Et on s'est dit, ben voilà, en fait, on va résumer notre façon d'aborder la CSRD en disant, ben finalement, ce sont nos 2 enjeux stratégiques, et là-dedans, on rentre le normatif. Est-ce que l'un de vous veut réagir sur la CSRD? Je ne vais pas vous dire que les data points, ça ne me donne pas des cauchemars. Et que je trouve que le cadre est quand même assez rigide. Ouais. Et pour autant, quand je vois le nombre de questionnaires qu'on remplit à l'année pour tous les organismes qui délivrent un rating ESG, mais c'est invraisemblable. Hein. Invraisemblable. Chacun ayant sa trame, sa matrice, nous demandons. Enfin, c'est un boulot de dingue.
Donc de toute façon, on est un peu rodé à cet exercice-là. Alors on le fait, comme vous l'avez évoqué, de manière pragmatique déjà, en ramenant toujours à nos enjeux à nous, c'est quand même l'objectif. Et puis on a effectivement un plan de bataille sur 3 ans pour être prêt, sachant que, en fait, comme nous n'avons que 30 personnes, nous avons échappé finalement au cadre de la déclaration, enfin le reporting extra-financier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tenus de le délivrer. Évidemment, nous le faisons. Mais donc, on a eu cette souplesse-là de mener notre barque à notre rythme, avec 3 années, avec plein de choses à faire chaque année, 25 étant la dernière, puisqu'en 26, pour le coup, sur l'exercice 25, on y passe. Et voilà, donc on l'aborde de manière pragmatique. Juste nous, c'est Action Logement Immobilier donc, qui porte, qui est par la directive assujettie, qui ne l'était pas avant par la DPEF. Donc nous, effectivement, on est quand même quelques bailleurs à être assujettis à la DPEF. Donc on a quand même effectivement, pour nous, c'est quand même un coup d'avance, je trouve, pour ce projet CSRD, un petit coup en tout cas. Le grand défi va être pour tous les bailleurs dépendants d'Action Logement qui n'ont pas encore fait, qui sont loin de cet exercice-là. Du coup, voilà, on en est vraiment au début. Nous aussi, on sera... voilà, Action Logement est soumis réglementairement sur l'exercice 2025 en 2026. Voilà, donc c'est pas tout de suite, mais évidemment qu'on a déjà bien commencé à travailler évidemment sur cette analyse de double matérialité qui quand même, moi, je trouve, a cet intérêt voilà, d'un coup de mettre un peu en face le sujet RSE, un sujet très concret, sans impact et opportunités financières. Et je trouve que c'est quand même très parlant pour des directions générales. Dorothée, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Pas forcément. De la même manière, nous aussi, on s'organise en conséquence. On a un service dédié qui s'appuie sur les équipes opérationnelles et on est tous en train de s'y mettre. Bon, j'ai envie de passer la parole pour terminer à la salle. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, commentaires? Oui, je voulais juste ajouter par rapport à mon introduction, j'ai omis de signaler la plus grande opportunité, je dirais, de la CSRD, c'est avec la prise de conscience des risques, de l'impact, etc., c'est le changement du modèle d'affaires. En fait, c'est ça qui va nous embarquer. Et c'est ça le plus important. Alors oui, c'est difficile, mais c'est indispensable. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou poser une question? Oui, bonjour à tous. J'aurais aimé juste avoir Vous avez mentionné le fait qu'il fallait faire des efforts, qu'il fallait effectivement pas lâcher l'affaire, mais vous avez mentionné qu'il fallait faire aussi des arbitrages. Est-ce que vous avez des exemples concrets pour nous inspirer sur des exemples de construction, d'exploitation de bâtiments, sur des arbitrages que vous pourriez nous partager? Merci. Alors, peut-être 2 exemples. Premier exemple, quand on fait du bâtiment neuf, donc là c'est des exemples sur du neuf, on est en train de faire des arbitrages sur des choix architecturaux, en se disant, je ne vois pas, on va finalement avoir des formes architecturales plus simples, plus compactes, et rajouter des balcons extérieurs avec un système d'agrafage, et donc ça va réduire notre coût. Ça, c'est une façon. Mais du coup, ça veut dire que dans les notices de conception que l'on a vis-à-vis des architectes, eh ben, on pense différemment. Et donc, on impose peut-être un cadre un peu plus difficile, voilà, un peu plus contraint. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple d'arbitrage. Typiquement, nous, on veut mettre en place des solutions de confort d'été partout, avec des solutions passives. Et donc, ça veut dire qu'on va privilégier des façades végétalisées ou des appartements traversants. Et on va peut-être réduire un certain nombre de prestations que l'on a à l'intérieur de l'appartement. Voilà. Donc c'est à chaque fois où matériaux, on va se dire, on aimerait construire en bois. Peut-être qu'on ne va peut-être pas tout construire en bois parce que le surcoût va être trop important. Et du coup, on va avoir un mélange poteau-poutre et structure bois. Vous voyez, donc, en fait, à chaque fois,
nous, notre question sur les arbitrages, ça peut être à la maille d'un seul projet, d'un actif, mais on réfléchit toujours en se disant comment est-ce qu'on peut dupliquer, comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle, comment est-ce que, enfin, on est une industrie, donc comment est-ce que, si on veut continuer à développer, comment est-ce qu'on change notre façon de faire et on peut le changer de façon systématique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est une question pour Aymar. Donc, tout à l'heure, on a évoqué le fait, vous avez questionné les intervenants sur une possibilité de retour en arrière. Tout le monde a été assez clair sur le fait que non. Moi, j'entends derrière ça que la réglementation, finalement, infuse sur les acteurs qui ont décidé d'être moteurs sur ces transitions. S'agissant de la logistique urbaine, qui est une industrie qui a un impact assez fort en termes de ESG, comment la communauté de la logistique urbaine, comment votre communauté s'organise pour anticiper? On a entendu que c'était très contraignant, mais comment la communauté de la logistique urbaine s'organise pour anticiper ces contraintes et s'inscrire en acteur positif? Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre pleinement à cette question parce que nous ne sommes pas sur la logistique urbaine parce qu'on considère que c'est un métier différent du nôtre. Nous, on est sur la logistique que j'ai qualifiée d'industrielle, c'est-à-dire cette logistique de bord d'autoroute, aux échangeurs d'autoroute, etc. Le seul lien que nous allons avoir, nous, avec la logistique urbaine, c'est ce qu'on appelle les messageries. Donc, ces bâtiments, en fait, qui sont des halles ouvertes, en quelque sorte, avec des camions qui arrivent, qui sont des camions pour l'instant thermiques, et qui repartent souvent en véhicules utilitaires légers électriques. Et donc ça, c'est des bâtiments qu'on va installer au niveau des rocades, des villes, etc. Donc nous, notre seul sujet, c'est d'arriver à faire comprendre à des élus qu'aujourd'hui, qui ne veulent pas de logistique sur leur territoire, que la desserte en véhicules électriques de leurs habitants, de leur commerce, nécessite qu'on mette en place à un moment donné un hub et pas à 40 km dans la communauté de communes bien loin de la métropole. Et on a cet enjeu d'explication, de conviction à mener, de cette démarche de conviction à mener vis-à-vis d'élus qui sont de métropole souvent, qui sont là pour le coup dans un dogmatisme. On est obligé de leur dire mais on ne va pas pouvoir alimenter en drone vos habitants et vos commerces. Donc voilà. Après, je ne pourrais pas malheureusement répondre sur la logistique urbaine, c'est-à-dire les immeubles transformés en plein cœur de ville, ce n'est pas du tout mon sujet. Je ne vais pas aller sur le terrain d'autres entreprises. Du coup, Aymar aussi, mais vous avez parlé des équipements autonomes et du coup, vous avez mentionné un surloyer. Donc, est-ce qu'il faut en déduire que ça veut dire que ces équipements, ils sont capitalisés dans les valeurs de vos bâtiments et que vous arrivez à les valoriser? Parce qu'auquel cas, ce serait vraiment très intéressant comme piste à suivre. La réponse est oui. Et je vais élargir ma réponse quand même. Nous, évidemment, notre patrimoine est valorisé tous les 6 mois. Et alors, même si l'organisme qui nous évalue essaye de monter sur ce sujet, je trouve assez regrettable que les enjeux carbone, énergétique, mais au-delà même de vous avez payé combien pour mettre la centrale photovoltaïque, enfin bon, ne soient pas pris en compte aujourd'hui véritablement dans la valorisation du patrimoine immobilier. En tout cas, c'est le cas pour la logistique, je ne sais pas pour les autres classes d'actifs, mais finalement, on en reste à une vision à l'ancienne, ça c'est assez étonnant, de la valorisation immobilière. Alors, cela étant, j'ai l'impression que ça commence à bouger vraiment, mais pas encore dans la réalité des expertises, mais en tout cas déjà dans la réflexion, quoi. Mais bon, on pourrait continuer très longtemps. Merci beaucoup pour vos interventions. Je pense qu'on peut les applaudir.